Avec près de 3 millions de Syriens sur son sol, la Turquie est la première terre d'accueil des réfugiés qui fuient la guerre. Oui, pour vous donner une idée, la proportion est de 360 réfugiés syriens pour 10 000 Turcs. En comparaison, en France, pour 10 000 habitants, on accueille un Syrien et demi. Et oui, les statistiques font des demi-personnes. Alors, une partie de ces réfugiés vivent dans des camps installés près de la frontière turco-syrienne. C'est très impersonnel, finalement, de parler de camps comme ça. Et pourtant, c'est la vie qui s'y réorganise après la fuite. On va s'en rendre compte grâce à ce reportage dans le camp d'Atchakale. Là-bas, 60% des réfugiés sont des enfants. On emboîte le pas à Maud des camps. C'est au milieu des champs de coton et le long d'une route empruntée par les poids lourds qu'a été installé le camp de réfugiés d'Atchakale. Un grand portique, un peu rouillé, indique l'entrée. Ici, des tentes de toile beige s'étendent à perte de vue, sur le sol blanchâtre et poussiéreux, organisé en un parfait damier. C'est dans l'une de ces tentes que je rencontre Naram, une jeune fille de 14 ans aux cheveux noirs recouverts par un léger foulard. Elle n'en avait que 10 quand elle est arrivée ici avec son père, sa mère et ses 5 frères et sœurs. Nous sommes arrivés le 5 octobre 2012. On a passé la frontière turque et tout s'est bien passé. Mais ma maison me manque, ma ville me manque et mon oncle aussi. Il n'a pas pu partir, il est toujours en Syrie. Il me manque beaucoup. Ensemble, ils ont fui la maison familiale de Deir ez-Zor, dans l'est de la Syrie. Un souvenir douloureux, Naram ne m'en dira pas plus. Sa vie, c'est ici désormais, dans le camp, dans cette tente de 12 mètres carrés. Tu vois, je dors là. On fait la cuisine et on mange là-bas. La visite est vite faite. Ici, quasiment aucun meuble ni jouet, seulement une étagère avec un peu de vaisselle. De jolis tapis et coussins recouvrent le sol. Les 8 membres de la famille dorment tous ensemble. Alors, à la moindre occasion, Naram s'évade. Le camp ressemble à une petite ville avec ses aires de jeu, ses terrains de sport, ses cliniques et ses écoles. Je suis en classe de 4e, mais je veux continuer à étudier. Et puis, grâce à Dieu, j'ai plein d'amis ici. On va ensemble à l'école, on fait nos devoirs ensemble. C'est bien. Naram, comme une majorité d'enfants du camp, est scolarisé dans l'une des 112 classes ouvertes par l'UNICEF avec d'autres associations comme le Croissant Rouge. Dans le bâtiment préfabriqué d'à côté, le centre de loisirs. Naram et ses amis viennent s'y amuser, écouter de la musique et même danser. Gofran a 16 ans, elle travaille là comme éducatrice bénévole, mais ses projets pour l'avenir, ses rêves sont bien plus grands. Quand j'étais en Syrie, je voulais être médecin. Et puis on est venu en Turquie et j'ai commencé à travailler au centre de loisirs. Mais je voudrais bien poursuivre mes études et rejoindre un jour le Croissant Rouge. Et qui sait, un jour, je pourrais peut-être réaliser mon rêve. Mais tu sais, je regarde la télévision et je vois bien les autres filles de mon âge. On n'a pas du tout la même vie. J'ai beaucoup plus de responsabilités. Je dois étudier. Et je vis dans une tente. Non, nous n'avons pas la même vie. La mienne est bien plus dure. Quand le centre ferme ses portes, Gofran, Naram et les autres jeunes filles retrouvent leur famille. Certaines rejoignent leur mère au supermarché. Pour payer les courses, chaque réfugié dispose d'une carte à puce créditée de 100 livres turcs, 30 € par mois. Dans les rayons, des bouteilles d'huile, des sacs de farine, de riz et de grandes piles d'aubergines Homsi, très utilisées dans la cuisine syrienne. Naram les adore. Dès qu'elle a fini d'aider sa mère à la préparation du repas, l'adolescente regarde la télé. C'est le seul objet de valeur dans la tente familiale, posé sur un meuble en bois recouvert d'un apron en dentelle. Et comme dans toutes les familles, ici aussi on se bagarre pour la télécommande. J'adore les films de Bollywood, c'est divertissant. Et ton père, il est d'accord pour que tu regardes des films indiens? Moi, je ne mets que les informations. Mais on se dispute gentiment pour savoir ce qu'on va regarder. Les filles, elles veulent voir des films. Quand elles gagnent, je lis le Coran. Pour nous, l'éducation, c'est essentiel. Alors, il y a des règles, elles vont à l'école, puis à la mosquée, et quand elles ont fini, elles ont 1 heure pour jouer avec leurs amis. Puis elles rentrent à la tente. Si les conditions de vie sont compliquées dans le camp, il faut aller chercher de l'eau, faire plusieurs centaines de mètres pour prendre sa douche. Naram sait qu'un jour, tout cela changera. Depuis l'ouverture du camp il y a 4 ans, 56 jeunes réfugiés ont intégré une université turque. Un rêve pour cette adolescente.
Quand je demande à Naham ce qu'elle veut faire plus tard, comme la plupart des jeunes filles que j'ai croisées ici à Tchakale, elle me répond « Docteur, parce que pour elle, sauver des vies, finalement, c'est tout ce qui compte. » Dans le camp d'Atchakale en Turquie, Maud Descamps, Europe 1. Bien bonne idée de vouloir sauver des vies. Maud est avec nous en studio. Bonjour. Bonsoir Sophie. On entend beaucoup de vie, beaucoup de rire dans votre reportage. Ce camp qu'on vient de visiter avec vous et Naham, finalement, c'est une véritable ville. Comment ces Syriens voient-ils leur avenir ? Écoutez, toutes les familles que j'ai rencontrées ne veulent qu'une chose, c'est rentrer au pays. Elles savent très bien que ce ne sera pas avant plusieurs années. Donc en effet, la vie s'organise. La plupart sont à Tchakale depuis 4 ans. Ça fait quand même pas mal d'années. Et il faut imaginer par exemple qu'il y a déjà eu 4000 naissances dans le camp depuis 2012. Et globalement, ils travaillent, ces réfugiés ? Alors oui, dès qu'ils le peuvent, la maternité par exemple. Parmi les réfugiés, il y a des médecins, puis il y a ceux qui étaient profs en Syrie, qui enseignent maintenant dans les écoles de l'UNICEF. Il y a des coiffeurs, des imams, puis certains travaillent aussi en dehors du camp, comme saisonniers par exemple dans les champs de coton. Dans votre reportage, vous parlez des écoles dans le camp, mais on sait que 90% des réfugiés habitent hors des camps. Oui, en effet, alors beaucoup de familles sont dans des villes. À Sanliurfa, par exemple, à 35 km au nord d'Atchakale, il y a des quartiers syriens qui ont été construits, des sortes d'HLM, et des accords ont été passés avec certaines écoles turques pour accueillir des enfants syriens. Alors les plus grands poursuivent leur cursus syrien en arabe, mais les plus petits, eux, intègrent le programme turc. Et là, évidemment, il faut tout apprendre, la langue, les codes, c'est pas facile. Et puis, malheureusement, ça ne concerne qu'une minorité d'enfants syriens. Beaucoup ne sont pas scolarisés et certains travaillent aussi. Et tout cela a un coût. Le gouvernement turc estime avoir dépensé plus de 7 milliards d'euros depuis le début de la crise en 2011. Merci beaucoup Maud pour ce coup de projecteur et pour ces belles rencontres. Merci Sophie. On va marquer une pause sur Europe 1 avant d'entendre l'invité décarné, un ancien prisonnier américain qui a passé plus de 43 ans à l'isolement, rendez-vous compte, pour son appartenance politique au mouvement des Black Panthers. Europe 1, les carnets du monde.